Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire qui va traiter de la RFE. Avant de commencer, et pour attendre un petit peu les retardataires, ceux qui sont là, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien, si vous m'entendez bien déjà, s'il n'y a pas Bonjour de à tous. soucis. Oui, ça a l'air bon, hein. Ça a l'air de répondre, donc c'est plutôt Oui. bon signe. Alors aujourd'hui, nous allons parler de RFE comme d'habitude, mais on va faire un petit focus sur certains cas particuliers qu'on peut trouver en entreprise et tout ce que va prévoir cette nouvelle réforme pour les collaborateurs. Donc on va parler de notes de frais évidemment. On va rentrer un peu dans le détail sur ce sujet-là. Aujourd'hui, je suis accompagné de Gilles Brunel, un expert de la réforme lui aussi. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, mais Mmh. pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais le laisser se représenter en quelques mots. À toi, Gilles. Eh bien, bonjour à tous. Je suis effectivement un ancien collaborateur d'Alticap qui est à la retraite aujourd'hui, mais qui continue à travailler sur cette réforme puisqu'elle est relativement importante et impactante pour beaucoup d'entreprises. Et donc, j'ai le plaisir avec Sébastien et Elena de pouvoir vous présenter tout ce qui concerne la RFE pour les collaborateurs d'une entreprise. Merci. Alors moi aussi, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. J'ai finalement un peu pris la place de Gilles, justement, chez Alticap, suite à son départ en retraite. Je suis chef de marché dans la BU PME, mais aujourd'hui, on ne va pas forcément parler spécialement de la PME, on va rester vraiment sur la réforme en elle-même, donc elle touche tout le monde. Donc là, je vais plus intervenir sur la partie RFE que PME. Et donc, je vais commencer cette première partie en vous rappelant un petit peu les fondamentaux de la réforme. Je vais le faire assez rapidement, puisqu'on les a déjà vus dans le premier webinaire du mois dernier. Donc, on va quand même les revoir pour ceux qui n'auraient pas participé au premier. On va faire ça assez vite. Et puis ensuite, on rentrera vraiment dans le détail des cas d'usage particuliers autour du collaborateur. Et cette deuxième partie sera présentée par Gilles. Alors, on va commencer directement. Donc, comme je vous l'ai dit, on va rappeler un petit peu les fondamentaux de cette réforme, où on en est au niveau du planning, du déploiement de cette réforme, rappeler les acteurs, on va parler des 3 acteurs clés et de leur principale mission, voir les flux qui vont découler de cette réforme, et suite à ces flux, justement, voyons le cas nominal, donc le cas d'usage classique, plus les cas d'usage autour du collaborateur. Alors, pour les fondamentaux, rapidement, alors qu'est-ce que c'est que cette réforme? Donc, c'est une réforme qui a été portée par l'État pour généraliser la facturation électronique entre les entreprises en France. Donc là, on parle de B2B domestique. Ça s'appuie sur des cadres juridiques et des décrets d'application qui vont définir les modalités techniques, le format des échanges, les contrôles qui vont être mis en place et l'interopérabilité entre les acteurs. Donc, on parle de facture électronique quand la facture est émise dans un format qui est structuré et qui garantit l'authenticité, l'intégrité, la lisibilité et qui permet un traitement automatisé. Donc, évidemment, on ne parle pas simplement d'un PDF qu'on envoie via Outlook. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Les objectifs de cette réforme, bon, à court terme, on le sait, c'est la lutte contre la fraude à la TVA. Il y a une estimation de l'INSEE qui dit que cette fraude à la TVA représente entre 20 et 25 milliards d'euros par an. Donc là, du coup, avec cette réforme, l'administration va disposer d'un flux continu de toutes les factures et les transactions qui vont passer entre entreprises françaises. Ça va leur permettre de pouvoir lutter contre cette fraude. À moyen terme, rapidement aussi, on va avoir aussi le pilotage de l'économie en temps réel. L'État aura donc une vision plus fine et instantanée de tous les flux économiques, puisqu'elle va être en copie de tous les flux de transactions et de factures. Donc, ça va leur permettre de piloter un petit peu mieux l'économie. Et puis pour les entreprises, une meilleure traçabilité de leurs transactions. Et puis évidemment, à long terme, une simplification déclarative avec un pré-remplissage de la déclaration de TVA, puisqu'ils auront toutes les données, cette déclaration pourra être pré-remplie. Et puis pour les entreprises, ça va être surtout un gain de productivité. On va pouvoir automatiser des tâches manuelles de saisie, de vérification, etc. Qui est concerné par cette réforme? Eh bien, en fait, toutes les entreprises qui sont assujetties à la TVA, donc les entreprises françaises assujetties à la TVA, quel que soit leur chiffre d'affaires, quel que soit leur statut juridique, quel que soit leur régime fiscal, donc même les micro-entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, à partir du moment où on est assujetti à la TVA, on est concerné par cette réforme. En France, c'est à peu près 7,5 millions d'entreprises. Et puis, pour quand? On va s'arrêter juste sur une seule date, donc le 1er septembre 2026, puisque c'est la première qui arrive, avec l'obligation déjà de réception pour tous. Et on va voir juste après la suite du planning. Voilà. Donc là, on peut voir sur la partie basse, ce que je vous disais, une obligation de réception pour tout le monde en septembre 2026. Également une obligation d'émission pour certains types d'entreprises, donc les ETI et les grandes entreprises.
Et puis pour toutes les autres entreprises, les PME, les TPE, les autres entrepreneurs, etc., eux, l'obligation d'émission sera au 1er septembre 2027. Si on regarde un petit peu le planning sur la partie haute, les tests de l'annuaire ont été faits donc, durant l'année 2025. L'ouverture de l'annuaire s'est bien faite en septembre. Donc maintenant, il y a une adresse publique sur Internet. Vous pouvez aller consulter cet annuaire pour voir les entreprises qui sont référencées dessus. Et puis là, on va attaquer une grosse période, une période importante en tout cas, avec d'un côté les tests du concentrateur. Donc là, c'est sur le PPF. On va en reparler juste après quand on va parler des acteurs. Et aussi, surtout, une phase d'immatriculation définitive des plateformes agréées. Cette phase, elle est importante parce qu'aujourd'hui, si vous suivez un petit peu l'actualité, on doit être à un peu plus de 110 plateformes agréées. Mais ce n'est pas une immatriculation définitive. Ils sont pour l'instant pré-immatriculés. Ils ont répondu au cahier des charges, ils ont répondu à un certain nombre de choses. Mais là, dans l'immatriculation définitive qu'on va lancer maintenant, que l'État lance maintenant, il va y avoir beaucoup plus de tests d'interopérabilité justement avec le PPF, entre les PA, etc. Donc là, on va rentrer un petit peu dans les tests des flux pour pouvoir avoir les immatriculations définitives des plateformes agréées. Alors, puisqu'on parle de PPF, de PA, on va représenter un petit peu rapidement les acteurs. Donc, au centre de cette réforme, évidemment, on a le PPF, la plateforme publique de facturation, qui, elle, a deux missions principales. C'est l'hébergement de l'annuaire des entreprises. Donc, l'annuaire, c'est quoi, en fait? C'est la base de données qui va regrouper toutes les 7,5 millions d'entreprises dont je parlais au début, sur lesquelles on va pouvoir retrouver donc, le SIREN de ces entités juridiques, ainsi que leurs SIRET. Et puis toutes les données d'adressage des futures factures électroniques, donc les plateformes agréées, les codes de routage, etc. Tout ça, ça va être mis dans cet annuaire qui est hébergé sur le PPF. Et puis sa deuxième mission, ça va être le concentrateur de données. On verra tout à l'heure dans le schéma évidemment, à chaque fois qu'une facture est envoyée, à chaque fois qu'un reporting de transaction ou de paiement est envoyé, il va être envoyé aussi en copie au concentrateur de données, donc sur le PPF. En deuxième, nous avons donc les plateformes agréées, dont j'ai parlé juste avant, donc ex-PDP, pour ceux qui n'auraient pas encore vu qu'on a changé de nom. Maintenant, on appelle ça donc des plateformes agréées, donc comme je vous disais, un peu plus de 110 qui sont aujourd'hui pré-immatriculées. Leur mission principale au PAE, ça va être l'émission et la transmission, la réception des factures électroniques et du e-reporting, et puis l'extraction et la transmission à l'administration fiscale, puisque comme je le disais tout à l'heure, toutes les transactions, une copie est envoyée directement au concentrateur de données sur le PPF. Et enfin, nous avons les solutions compatibles, donc ex-OD, on appelait les opérateurs de dématérialisation, qui eux vont générer et ou intégrer les factures, et puis qui vont s'occuper du transport de la dématérialisation des factures, justement, vers les plateformes agréées. Donc, en gros, on parle ici des logiciels de facturation, vos ERP, votre logiciel comptable. C'est eux qui vont être solutions compatibles ou non, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir accepter de pouvoir intégrer de la facture électronique dans la comptabilité et de pouvoir générer et envoyer de la facture électronique depuis un outil de facturation ou de caisse. On va revenir donc sur les flux. Au début, depuis tout à l'heure, je vous parle de flux de e-invoicing, donc de facture électronique, et de e-reporting pour les transactions. Ces deux types de flux, en fait, déclenchent 5 flux dans cette réforme. Donc le premier flux, évidemment, celui dont on parle le plus, ça va être entre entreprises françaises et assujetties, donc l'échange de factures électroniques entre ces sociétés-là. Également, les fournisseurs et les entités publiques, donc ce qu'on appelle le B2J, vers le gouvernement. Donc là aussi, ça sera sous forme de facture électronique. Et puis, pour toutes les autres transactions, on va parler de e-reporting. Il n'y a plus d'obligation d'envoyer chaque transaction sous forme de facture électronique, mais plutôt un relevé qui va être transmis par décade, par mois, donc selon les cas. Et là, on va avoir donc ce qu'on appelle le B2B international, donc entre entreprises françaises et entreprises non françaises. La vente au nom d'un assujetti, ce qu'on appelle le B2C, donc dès qu'on va faire une vente à un particulier. Et puis, on a un autre e-reporting qui est le e-reporting de paiement, qui lui va concerner tout ce qui est acompte et facture sur TVA sur encaissement. Donc, on voit bien qu'il y a bien 2 flux, e-invoicing et e-reporting, mais que ça influe derrière 5 flux réellement qu'il va falloir traiter dans le cadre de cette réforme. Comment on met tout ça en musique, on va dire? Je passe la main à Gilles, qui va vous représenter le cas classique, donc le cas nominal, comme on peut voir à l'écran. Et du coup, maintenant, on va pouvoir dérouler les cas d'usage, plus précisément ceux qui concernent les collaborateurs au sein de l'entreprise. À toi, Gilles. Alors, Sébastien vient de vous parler des 2 grands types de flux, le e-invoicing, donc la partie facture, et la partie e-reporting, qui est donc tout ce qui n'est pas de la facture électronique au sens strict.
Et vous avez ici un schéma qui résume ce qu'on appelle le cas nominal, c'est-à-dire le fait qu'une entreprise qui est considérée comme étant fournisseur va pouvoir transmettre sa facture à une plateforme agréée, qui elle-même va pouvoir la transmettre via l'annuaire à la plateforme de réception de l'entreprise qui est l'acheteur, donc le client. Et bien entendu, tout ça va passer par un réseau qui est, en fin de compte, le réseau PayPal. Donc ça, c'est le côté technique qui est en train d'être déployé, qui commence à fonctionner. Et les plateformes vont s'échanger des flux, donc des fichiers, des gros fichiers, entre ces plateformes. Le deuxième aspect, c'est le e-reporting, donc tout ce qui va être du non facturé directement, donc tout ce qui concerne le B2B international, tout ce qui concerne le B2C et tout ce qui concerne le e-paiement. Tout ça va passer, ce sont les flèches jaunes, d'un fournisseur vers le concentrateur ou d'une entreprise acheteur vers le concentrateur. Et ce concentrateur, bien entendu, va transmettre tout cela à l'administration fiscale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cas nominal, c'est-à-dire c'est le cas classique où on va effectivement faire transiter des flux de type e-evincing et e-reporting à travers, vous le voyez, chaque fois des plateformes agréées. Chaque fois, c'est une plateforme agréée qui est votre correspondant, qui est effectivement l'entreprise qui va effectivement vous servir de routage pour ces éléments-là. Le portail public de facturation, lui, n'a plus que 2 rôles principaux, comme l'indiquait Sébastien, la gestion de l'annuaire, donc qui est de sa responsabilité, et la concentration des données des flux, de manière à pouvoir les transmettre à l'administration fiscale. Ce cas nominal, bien entendu, il marche dans beaucoup de transferts, mais on a effectivement plusieurs cas qui sont spécifiques. La France est un pays un peu spécifique, donc on a effectivement beaucoup de cas qui sont des cas spécifiques qu'on appelle des cas d'usage. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc il y a aujourd'hui 36 cas d'usage qui ont été recensés par l'administration, qui sont en cours de normalisation depuis janvier de cette année, grâce à des travaux qui sont menés par une commission AFNOR. Alors il y en a plein de cas. Les factures d'acompte, l'autofacturation, l'affacturage, les frais de collaborateurs, etc., les notes de restaurant. Donc, on va nous s'intéresser cet après-midi à la partie plutôt collaborateurs, bien entendu. Mais sachez qu'il y a 36 cas d'usage et vous pouvez être en tant qu'entreprise concerné par un ou plusieurs de ces cas selon votre configuration. Ces cas ne sont pas statiques. Il y a eu effectivement une première parution de la norme en juin 2025. Mais cette commission continue à travailler pour améliorer effectivement la norme de manière à pouvoir prévoir tous les cas et comment traiter chacun des cas. On va aborder, si vous voulez bien, des cas concrets, donc des cas qui sont vraiment les cas qui sont représentatifs de ce que l'on a avec des collaborateurs. Le cas numéro 5, ce sont les frais payés par un collaborateur, donc avec son compte personnel, pour une facture qui est une facture entreprise. Donc vous avez un collaborateur qui va dans une entreprise acheter quelque chose, qui demande une facture au nom de l'entreprise, mais qui va payer avec son compte personnel. Donc dans ce cas-là, on est sur une facture B2B, une facture de entreprise à entreprise, mais qui va être payée à sa création par un tiers, ce qu'on appelle un tiers, donc le collaborateur de l'entreprise. Donc qu'est-ce que l'on distingue dans ce cas-là? C'est que l'on a donc un vendeur qui va générer une facture de vente payé par un tiers et déjà encaissé, puisqu'il aura encaissé bien entendu le paiement au moment de la vente, et qui va émettre cette facture via sa PA, puisque c'est une facture B2B, à destination de l'entreprise. Cela va nécessairement pour le collaborateur l'obliger à fournir l'identifiant d'adresse RFE de son entreprise, c'est-à-dire à quel endroit il va falloir adresser cette facture, puisque c'est un flux électronique qui va partir du vendeur vers l'entreprise. Il va bien sûr payer la facture et il va demander un justificatif de paiement de manière à pouvoir se faire rembourser. Dans ce cas-là, l'entreprise va recevoir 2 choses. Elle va recevoir la demande de remboursement de frais du collaborateur, très souvent c'est ce qu'elle va recevoir assez rapidement, et elle va recevoir aussi la facture de frais via sa PA de réception, puisque cette facture est un flux, elle va donc arriver électroniquement dans une boîte de réception. Et l'entreprise va être obligée de faire le rapprochement, la réconciliation entre cette facture qu'elle reçoit effectivement de la part du vendeur et le remboursement de frais que demande le collaborateur. Donc c'est un nouveau travail qu'il va falloir gérer
un travail de réconciliation entre une demande de remboursement et la facture de frais qui va arriver directement sur la paie. Donc ce cas est assez simple, il se rapproche beaucoup du cas numéro 2 dans les cas d'usage, puisqu'en fin de compte, c'est une facture qui est payée au départ, donc à sa conception, qui est payée par un tiers. Et le tiers, là, est spécifique, c'est le collaborateur de l'entreprise qui va demander le remboursement. Il n'y a pas de complexité sur ce cas, sauf le fait de bien effectivement mettre en place un processus pour réconcilier le flux que l'on va recevoir de manière électronique d'un côté et la demande de remboursement de frais du collaborateur. Il y a beaucoup d'entreprises de gestion des notes de frais qui commencent déjà à introduire dans leur système, dans leur concept, ce système de réconciliation, de retrouver effectivement le lien entre la demande du collaborateur et la facture qui a été payée en amont et qui est donc au nom de l'entreprise. Le cas suivant, c'est un cas que vous devez avoir très fréquemment, c'est-à-dire, c'est le cas numéro 6, ce sont des frais qui sont payés par un collaborateur, mais avec un simple ticket de caisse. Donc ça, c'est un cas que l'on retrouve très fréquemment. Vous avez un collaborateur qui est allé acheter un câble, un paquet de café ou autre, et qui revient avec simplement un simple ticket de caisse, et qui a donc payé tout simplement son achat, mais qui voudrait bien entendu se faire rembourser cet achat par l'entreprise. Il faut bien comprendre que dans ce cas-là, le vendeur va générer un simple ticket de caisse. Pour lui, c'est une vente anonyme, une vente qu'on appelle du B2C, et qui va donc indirectement générer un reporting B2C pour déclarer les ventes. Le vendeur, lui, va déclarer effectivement le global de ses ventes. Donc, il va déclarer soit à la décade, soit au mois, le global des ventes en TTC, hors taxe et TVA. Mais il n'y a pas identification de l'acheteur. Le collaborateur, lui, va régler, bien sûr, cet achat, va régler ce ticket de caisse, et il va récupérer le ticket de caisse pour se faire rembourser. Jusque-là, pas de problème. La seule problématique que l'on rencontre dans ce cas-là, c'est que l'entreprise reçoit bien une demande de remboursement de frais du collaborateur avec son ticket, mais dans beaucoup de cas, l'entreprise ne peut pas déduire la TVA présente sur le ticket, si elle existe, sauf cas de tolérance de la DGFiP. Donc je vous mets en garde par rapport à ça. La DGFiP a listé des cas de tolérance, on va parler tout à l'heure d'autres cas, mais en dehors de ces cas de tolérance, la TVA qui serait présente sur un ticket de caisse n'est pas déductible. Et bien entendu, l'entreprise rembourse le collaborateur. Donc là, on est bien sur un cas d'une transaction B2C payée par le collaborateur de l'entreprise qui demande bien entendu ensuite le remboursement. Alors vous allez me dire, ce cas nous pose effectivement souvent des problèmes. Alors comment on peut résoudre ce cas? Eh bien, on va le voir juste sur la slide d'après. C'est qu'on peut, si jamais on voulait, à partir de simples tickets, transformer ce ticket B2C en B2B, c'est-à-dire en vraie facture cette fois-ci. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible, c'est prévu par les textes, et on peut effectivement le faire de deux manières différentes, à condition bien sûr que le vendeur soit équipé et puisse le permettre. On peut, au moment de l'achat, demander au vendeur de transformer un ticket en facture B2B. Donc dans ce cas, on revient à ce qu'on avait vu tout à l'heure, où il faut fournir l'identifiant d'adresse RFE de son entreprise, donc le SIREN ou un SIREN et suffixe. Et vous avez déjà des magasins qui proposent directement ce service via des automates. Le fait de passer derrière la caisse et de demander qu'un ticket soit transformé en facture, eh bien vous avez déjà des systèmes qui sont mis en place pour pouvoir, à partir d'un ticket de caisse vente B2C, le transformer en B2B. Attention, il y a une petite particularité, c'est qu'il faut éviter, lorsque vous mettez des références explicites sur cette facture que vous demandez, de mettre le nom et prénom du collaborateur pour une simple raison, c'est que c'est interdit par la fameuse RGPD, c'est-à-dire la réglementation européenne sur la protection des données personnelles. Vous pouvez aussi le demander après l'achat. Donc après l'achat, il y a par exemple sur des sites internet ou même sur des vendeurs sur lesquels vous pouvez accéder à des tickets qui ont été établis, une entreprise ou un collaborateur peut demander au vendeur de transformer un ticket en facture B2B a posteriori. À la seule condition, c'est bien entendu qu'il l'accepte. Bien entendu. Donc dans ce cas, et uniquement si vous demandez une transformation d'un ticket B2C en B2B,
La facture B2B est la pièce comptable qui permet de déduire la TVA. Et le ticket reste le justificatif du paiement, puisqu'effectivement, vous aurez bien les deux éléments, l'origine, qui est donc le ticket de paiement, et la facture B2B qui a été demandée a posteriori. Donc ça, c'est un élément que pousse l'administration, c'est de demander systématiquement, de plus en plus, des factures B2B et non pas des tickets B2C. Ça évitera beaucoup de problématiques sur la déductibilité de la TVA. Le cas suivant, c'est le cas des tickets de péage. C'est le cas 27. Il a été identifié comme ça par l'administration et par la commission AFNOR. Donc, vous avez un cas particulier pour les tickets de péage, c'est que les tickets de péage font l'objet d'une tolérance de la part de l'administration. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le reçu que vous recevez lorsque vous passez effectivement lors d'un péage, ce reçu vaut facture puisqu'il présente des caractéristiques particulières, un numéro séquentiel, un montant payé, le taux et le montant TVA. Donc, ce ticket de péage, il faut distinguer deux cas selon que l'entreprise a souscrit ou non un contrat, que ce soit un contrat d'abonnement ou une carte accréditive type Total, par exemple. Vous avez toujours le ticket de péage, donc un ticket, on va dire, papier, qui est considéré pour une vente B2C, puisque c'est une vente anonyme. Pour l'acheteur, c'est bien un achat B2C, mais avec la tolérance de l'administration pour déduire la TVA. Donc, c'est un cas particulier. Effectivement, c'est l'un des cas particuliers dont on parlait tout à l'heure, qui fait que les tickets de péage peuvent permettre de pouvoir déduire la TVA qui est comptée dessus. Attention toutefois, puisque c'est une vente B2C qui va être déclarée par les sociétés d'autoroute, le montant de la TVA déductible ne sera pas pré-rempli sur votre déclaration CA3. Il faudra donc venir la rajouter sur les futures déclarations CA3 qui seront pré-remplies, puisque l'administration n'aura pas connaissance de l'information a priori. Si par contre, vous avez un abonnement ou une carte accréditive, vous êtes dans une logique de relevé de péage. Donc à ce moment-là, on rentre dans le cas de la vente B2C, car l'acheteur est une entreprise identifiée, les véhicules sont identifiés, et donc on est bien sur un achat B2B, avec donc ce fameux relevé, et la TVA, bien entendu, là, est déductible, puisqu'on a bien une entreprise identifiée comme étant une vente donc, domestique française. Donc le cas des tickets de péage, selon que vous êtes effectivement avec des tickets papier ou des relevés de péage, ne posera pas trop de problèmes dans le cas de la réforme. Et bien entendu, l'administration pousse vers un système de type plutôt abonnement ou carte accréditive, bien entendu. Évidemment. Abordons maintenant la notion des notes de restaurant. Alors, les notes de restaurant ont fait l'objet d'une vraie analyse de la part de l'administration, et l'administration a décidé de deux seuils qui sont importants. Le premier seuil, c'est le seuil qui est inférieur à 25 €. Le deuxième seuil, c'est le seuil de 150 € et au-delà de 150 €, bien entendu. Donc, première chose à savoir, c'est que lorsque vous demandez, et vous allez au restaurant et que vous faites un repas de plus de 150 €, ce qui peut arriver avec plusieurs collaborateurs ou des invités, vous êtes obligé d'avoir une facture B2B entre le restaurateur, qui est donc le vendeur assujetti, et vous-même, entreprise, qui êtes l'acheteur, le client donc de cette prestation. Puisque vous êtes obligé d'avoir une facture B2B, vous devrez fournir au restaurateur l'identifiant d'adresse RFE, c'est-à-dire la boîte de réception que vous voulez utiliser pour votre entreprise pour recevoir cette facture en automatique. Que la facture ait été payée ou pas payée, c'est un problème complémentaire, mais la facture est obligatoirement obligée du moment où il y a 150 € et plus au niveau de la note de restaurant. Dans les cas où on est en dessous de 150 €, il y a deux sous-cas. La première, c'est qu'en dessous de 25 €, le restaurateur n'est pas obligé de vous donner une note. Vous pouvez la réclamer, mais il n'est pas obligé de vous la fournir. C'est plutôt, en fin de compte, des ventes un petit peu plus rapide, la restauration rapide par exemple, ou bien vous pouvez aussi demander une facture B2B à votre libre choix et le restaurateur sera obligé de vous fournir une facture B2B. Là, on revient dans le cas
d'une facture classique. Et si vous faites un achat au niveau de votre restaurant entre 25 et moins de 150 €, là, la note de restaurant est obligatoire. C'est une obligation effectivement légale. Ou bien, vous pouvez bien entendu toujours demander à votre libre demande une facture B2B. Donc ça, c'est un point très important. On retrouve donc sur les notes de restaurant désormais 3 seuils, moins de 25 €, 25 à 150 € et 150 € et plus. Il est à terme bien évident que l'administration fiscale pousse à privilégier les factures B2B, parce que là, il y a une vraie traçabilité et qu'il y a effectivement une vraie possibilité de bien gérer effectivement la déduction de TVA. Particularité aussi, si votre facture est demandée a posteriori, c'est-à-dire que vous avez une note de frais, puis après vous demandez de pouvoir générer une facture à votre restaurateur, eh bien, on rentre dans un cas qui est un cas classique qu'on appelle le cas 30, et de ce fait, le restaurateur peut vous fournir une facture B2B indiquant que la TVA a déjà été collectée dans son e-reporting, puisque lui, il a fait une vente B2C, et cette facture B2B, elle est tout à fait possible, mais elle aura des caractéristiques particulières en termes de gestion. Il faut bien comprendre que la TVA, elle peut être soit due et passée à travers le B2C, ou bien elle peut être passée à travers le B2B. Si une facture est demandée a posteriori, après une note, eh bien entendu, cette facture ne doit pas rentrer 2 fois, c'est-à-dire la TVA ne peut pas être déduite 2 fois. Voilà pour la gestion des notes de frais, de notes de restaurant, pardon. Autre cas particulier, c'est un cas que l'on retrouve dans certaines sociétés, pas partout. Ce sont des factures suite à achat avec une carte logée. C'est une carte d'achat. Donc, vous avez certaines entreprises qui utilisent ce qu'on appelle une carte logée, une carte d'entreprise, pour, par exemple, acheter tout ce qui concerne des billets de train, des billets d'avion, des réservations de chambres d'hôtel, etc. Ce qui est souvent lié à des frais de déplacement. Donc, la particularité de ce type d'achat, c'est que ces achats sont directement payés au vendeur via la carte logée. C'est-à-dire du moment où la vente s'effectue, la carte logée vient payer directement donc la prestation demandée. Donc, de ce fait, de manière régulière, le gestionnaire de carte va transmettre un relevé d'opération à l'acheteur. Ça, c'est quelque chose qui ne concerne pas la RFE, c'est quelque chose qui existe déjà et qui continuera à exister. Et l'acheteur va payer le gestionnaire de carte sur la base du relevé d'opération. C'est un flux financier simplement. Donc, attention à ça, dans ce cas numéro 7, toutes les factures B2B émises par le vendeur présentent plusieurs caractéristiques. Déjà, ce sont des factures qui sont donc déjà payées automatiquement par la carte logée. Généralement, sur ces transactions, on indique les derniers chiffres de la carte ou le nom du porteur de la carte, si c'est une entreprise. Le montant payé, c'est le montant TTC de la facture. Le montant à payer est à 0, puisque la facture n'est plus due. Et sa date d'échéance correspond à la date de paiement de facture, c'est-à-dire généralement la date de facture elle-même. Petite particularité, si c'est une prestation donc, et que la TVA est à l'encaissement, eh bien, le statut est encaissé est envoyé directement par le vendeur. Donc, le vendeur va générer effectivement ce fameux statut encaissé directement pour l'administration fiscale. Donc, cette carte logée, elle n'est vue que comme un moyen de paiement entre les vendeurs et l'acheteur. Donc, attention, ce n'est un cas particulier, mais la carte logée, c'est un moyen de paiement qui ne change pas la mécanique qui est déjà en place. Simplement, l'administration va voir que ce sont des factures déjà payées, des factures qui sont avec un statut encaissé, et donc qui ne donneront pas lieu à autre chose que cela. Donc, c'est très pratique, effectivement, cette carte logée. Ça peut fonctionner très très bien comme ça fonctionne aujourd'hui. La seule complexité que je vois, c'est que si jamais vous avez de nombreux refus ou litiges sur le relevé du gestionnaire, c'est-à-dire s'il y a eu des abus, par exemple, d'achat, eh bien, vous risquez d'introduire plus de complexité dans la gestion, effectivement, de ces relevés et des contestations du relevé, puisqu'effectivement, ça peut remettre en cause tout le process, effectivement, après du paiement des achats. Donc, attention à ça, simplement. Ça marche très bien si, bien entendu, les achats sont faits et sont sécurisés. Mais si cette carte logée est utilisée de mal à propos, on peut avoir effectivement beaucoup de problématiques. La gestion des bons et des cartes cadeaux. Donc ça, c'est un cas particulier qui a été aussi soulevé, qu'on appelle le cas 25. Donc c'est l'un des cas qui pose le plus de questions encore.
et qui suscite des débats lors des séances de la commission AFNOR en charge des fameux cas d'usage. Donc, il faut savoir effectivement que ces bons et cartes cadeaux, premièrement, ils sont de deux types. Soit ils sont monotaux de TVA, et à ce moment-là, effectivement, on appelle ces bons ou ces cartes des BUU, bons à usage unique. Donc, c'est par exemple une carte cadeau au cinéma, où là, le type de prestation est à taux unique au niveau TVA, ou c'est des cartes qui sont à usage multiple, donc des BUM, BUM, et donc cette carte peut servir à payer, en fin de compte, différentes prestations ou biens qui sont avec des taux de TVA indéterminés à l'avance. Exemple, si vous avez une enseigne commerciale et que vous achetez un petit peu n'importe quoi avec cette carte cadeau. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation d'un bon BUU ou BUM par un collaborateur, en échange d'une prestation ou d'une livraison de biens, n'est pas soumise à TVA. Donc, cette utilisation, elle est vue par l'utilisateur, par le collaborateur, comme simplement un moyen de paiement. Donc, on utilise un bon de cadeau ou une carte cadeau comme étant un moyen de paiement. C'est beaucoup plus complexe, par contre, pour l'entreprise qui reçoit ce bon et qui doit déclarer la TVA selon des règles bien précises. Si c'est de la prestation, si c'est du monotaux, du multitaux, si c'est du bien. Donc là, attention, la complexité n'est pas côté collaborateur qui a reçu ce bon ou cette carte cadeau, puisque lui, c'est simplement un moyen de paiement. Mais par contre, c'est beaucoup plus complexe, à la fois pour l'entreprise qui reçoit cette carte en paiement, ce bon en paiement, et d'autant plus, donc là, je vous invite à aller regarder de près, si vous êtes une entreprise qui crée vous-même ces bons et ces cartes cadeaux, ou si vous les avez achetés avec des effets de commissionnement éventuellement auprès d'autres entreprises. Donc, le cas 25, en fin de compte, si je me place du côté collaborateur, est assez simple à gérer. Par contre, si je me place côté entreprise, je vous conseille vraiment de vous y pencher parce que c'est quelque chose qui est très, très fin. Et je vous dis qu'il pose encore effectivement beaucoup de questions et qui n'est pas encore complètement débattu. Il n'est pas impossible que l'on ait des précisions, des compléments ou des simplifications peut-être à terme sur cette gestion des bons et des cartes cadeaux. Voilà, eh bien, je pense avoir fait un tour complet. On a plein de questions, je pense qu'on va pouvoir répondre. Merci beaucoup, Gilles. Oui, je pense qu'on va avoir des questions. Peut-être que Yelena va nous en trouver. Bon, déjà, par habitude, je sais qu'il y en a deux qui reviennent tout le temps. Donc oui, on va vous envoyer le replay du webinaire et le support. Ne vous inquiétez pas. J'imagine que c'est une question qui a dû revenir parce qu'on l'a tout le temps. Et je crois que Yelena vous a mis aussi dans le chat le lien vers le site qui répertorie les 36 cas d'usage pour ceux qui Oui, tout à voulaient fait. consulter. Donc, Tout à Yelena, fait. je te passe la parole si jamais il y a des questions autres. Oui, il y a des questions. Alors, il y a des questions qui sont arrivées tout au début de la présentation de Gilles sur le type de dépenses. Il y avait une question sur le ticket de parking. Est-ce que le ticket de parking est tout simplement concerné par Alors, le ce ticket lien de d'impôt? parking pose encore problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un ticket de parking est une vente de tickets, est une vente B2C, puisqu'il n'y a pas d'identification d'un acheteur final. Donc aujourd'hui, toutes les débatteurs aujourd'hui au niveau des commissions demandent une tolérance à l'administration, et l'administration, par contre, elle pousse à ce que les compagnies de parking mettent en place, en fait de compte, des automates permettant de générer des factures B2B. Donc, la tendance, en fin de compte, c'est d'avoir des automates pour générer des factures B2B, c'est évident, mais il n'est pas sûr que d'ici l'entrée en vigueur de la réforme, tout le parc, en fin de compte, soit prêt, et il n'est pas impossible que l'administration soit tolérante sur les tickets de parking. C'est un cas effectivement particulier, puisqu'il est différent du cas des tickets de péage. Merci Gilles. Les stations essence auront-elles l'obligation de pouvoir émettre une facture en B2B? Alors, il y a deux cas. Il y a le cas, effectivement, où vous avez une carte logée, donc une carte accréditive, une carte qui vous permet de payer, en fin de compte, avec vos éléments. Sinon, si vous faites effectivement une dépense du carburant et que vous demandez le remboursement, ça ne changera rien, puisque là, on est sur du B2C, comme vous le faites aujourd'hui. Qu'en est-il des frais de déplacement du dirigeant payés par carte bancaire de société? Alors, la carte bancaire de société, elle est vue comme une sorte de carte logée. C'est une carte logée qui est propre, en fin de compte, à l'entreprise.
Donc, vous pouvez très bien avoir des collaborateurs qui payent en fait de compte la facture dès l'émission, on va dire, avec la carte d'entreprise. Donc, simplement, cette facture sera avec un statut comme étant déjà payée. Et quand elle va arriver sous forme d'un flux, eh bien, vous aurez effectivement le paiement qui aura déjà été fait par rapport à ça. Si c'est une prestation, le statut encaissé sera déjà fait. Si c'est un bien acheté, eh bien, vous aurez effectivement tout simplement une gestion classique d'un B2B. Il faut bien distinguer la notion de flux de la notion de paiement. La notion de paiement, elle est déconnectée un petit peu de la notion de flux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a deux types de grands flux au niveau des notes de frais au sens large. Soit on identifie l'entreprise et on crée à ce moment-là du B2B, c'est-à-dire une vraie facture, un vrai flux qui va arriver sur votre plateforme de réception, ou bien vous n'avez pas identifié l'entreprise, le collaborateur a un simple ticket, et là on est dans un cas de B2C. Comme je vous l'ai déjà indiqué, le B2C peut se transformer. Il y a beaucoup maintenant de systèmes qui permettent de transformer un ticket B2C en B2B. Mais ça va demander un petit peu d'organisation pour pouvoir le faire. Il y a une question une question qui est revenue plusieurs fois sur le numéro RFE, Gilles. Les clients nous demandent à quoi il correspond et à quel moment ils ont ce numéro. Est-ce que c'est lié à l'inscription sur une PA? Alors, l'identifiant d'adresse RFE, c'est votre boîte de réception de vos factures. Donc, vous pouvez en avoir qu'une, et vous pouvez dire, par exemple, moi, je vais utiliser que mon sirène pour pouvoir réceptionner toutes les factures qui arrivent dans mon entreprise. Vous pouvez aussi utiliser, comme le disait Sébastien, le SIRET. C'est-à-dire, si vous êtes organisé avec des établissements et que vous voulez que chaque établissement ait sa boîte de réception, vous pouvez aussi utiliser la notion de SIRET. Et enfin, vous avez une troisième possibilité, c'est d'avoir des adresses de réception qui sont constituées d'un sirène plus d'un suffixe, d'un code. Prenons un cas concret. Si, par exemple, une entreprise veut recevoir toutes ses notes de frais, toutes ses factures liées aux notes de frais, liées aux collaborateurs, sur une boîte de réception spécifique, elle peut très bien demander à sa PA, à sa plateforme agréée, d'avoir une adresse de réception qui soit le numéro de sirène plus, par exemple, NDF, note de frais. À ce moment-là, il suffira de communiquer cette adresse de réception au vendeur, à tous les gens chez qui vous achetez effectivement des services ou des prestations. Et de ce fait, l'entreprise va pouvoir recevoir dans cette boîte de réception tout ce qui concerne la partie note de frais. Ça peut être pratique, puisqu'à ce moment-là, effectivement, si quelqu'un est en charge dans l'entreprise de vouloir réconcilier les demandes de remboursement, par exemple, et toute la partie des factures arrivant en termes de notes de frais, vous aurez une boîte de réception chez votre plateforme agréée, donc c'est une boîte de réception spécifique, pour pouvoir effectivement faire l'opération. C'est ce qui est conseillé d'ailleurs. Si vous avez une gestion de notes de frais, si vous avez, je ne sais pas, 80 collaborateurs qui font des notes de frais, vous avez tout intérêt d'avoir d'abord un système de gestion de ces notes de frais et de pouvoir mettre en lien les demandes de remboursement avec les factures que vous allez recevoir, et vous pouvez les recevoir dans une boîte dédiée, une boîte de réception dédiée au niveau de votre plateforme agréée. Pour bien comprendre la notion de carte logée, on nous demande si les cartes d'affaires fournies aux collaborateurs, paiement sur un compte entreprise, sont-elles considérées comme carte logée? Alors, c'est un peu le même principe. Une carte d'entreprise, en fin de compte, c'est une carte que fournit généralement une banque ou un organisme bancaire, et vous avez le même principe, en fin de compte, de paiement. La seule différence, c'est que généralement, ces paiements sont suivis au quotidien, j'allais dire, et vous n'avez pas de relevé par rapport à ça. Mais si vous utilisez une carte affaires ou une carte bancaire entreprise, le principe est pratiquement le même, on va dire. Je voyais passer une question sur les associations non assujetties. Plusieurs fois, je pense qu'elle est revenue. Je pense qu'il faut qu'on y réponde clairement. Sébastien vous a dit tout à fait au tout début que cette réforme concernait bien toutes les entreprises qui sont des entreprises françaises assujetties à la TVA. Donc, ça veut dire que du moment où vous êtes assujetti à la TVA, donc une entreprise française assujettie, vous rentrez dans le cadre de la réforme. Donc, ça concerne toutes les entreprises assujetties à la TVA, qu'elles soient redevables à la TVA ou qu'elles ne soient pas redevables. Pour qu'il y ait une distinction importante par rapport notamment aux micro-entreprises. Si vous êtes une association
non assujettis à la TVA, à ce moment-là, vous n'êtes pas concerné par la réforme et généralement, les fournisseurs continueront à vous transmettre soit des factures classiques, soit vous mettront à disposition ces factures sur des espaces réservés sur leur plateforme. C'est ce que feront beaucoup d'entre elles. Beaucoup d'entreprises, effectivement, vous permettront de recevoir des factures, non pas directement puisque vous êtes non assujetti, mais elles vous permettront de vous connecter pour pouvoir les récupérer. Est-ce qu'on pourra récupérer la TVA sur les tickets d'essence? Alors, sur les tickets d'essence, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Si on peut me préciser la question, est-ce que vous récupérez David, déjà la si vous TVA sur pouvez les tickets d'essence? préciser la question. Les contrats des péages sont au nom des salariés. Comment fait-on? Les contrats des péages au nom des salariés? Oui, est-ce que vous pouvez préciser peut-être Stéphanie Oui, parce votre que propos? J'imagine que c'est le salarié qui paye lui-même son BIP et son abonnement et qui se fait rembourser sur son propre relevé de fin de mois, peut-être. alors attention, si c'est un salarié qui a souscrit un contrat de péage, c'est une vente qui est une vente B2C. Mm. Si c'est l'entreprise qui a signé un contrat ou une carte accréditive pour les péages avec une société de péage, là on est dans du B2B. Donc attention à ça. Il y a peut-être à revoir effectivement ce type de contrat, puisque l'idée quand même, c'est de pouvoir avoir du B2B, c'est-à-dire d'avoir des vraies factures sur lesquelles vous pouvez donc déduire la TVA directement. Si vous avez des contrats de péage au nom du salarié, ben vous rentrez dans une vente B2B, tout B2C. Vous pouvez, par dérogation, bien entendu, récupérer et déduire la TVA, mais c'est une mécanique un petit peu plus compliquée. Pour compléter la question de David tout à l'heure sur est-ce qu'on pourra récupérer la TVA sur les tickets d'essence, aujourd'hui, il récupère la TVA. Oui, donc ça continuera, il n'y a pas de problème là-dessus. En fin de compte, du moment où vous avez un ticket qui est un justificatif qui prend la TVA et sur lequel l'administration donc, a une tolérance, là-dessus, il n'y a pas de problème. On ne peut pas citer tous les cas, hein, parce qu'il y a beaucoup de cas sur lesquels vous avez des tolérances. L'administration pousse essentiellement à aller vers du B2B, hein, pour une simple raison, c'est qu'on a une traçabilité parfaite. D'accord ? C'est pour ça. On avait une question au début, on est en train de parler de TVA. Les déclarations de TVA seront déjà pré-renseignées par l'administration fiscale? Oui. C'est une question. Oui. Alors, à terme, hein, les déclarations de CA3, donc les déclarations CAFA CA3, seront pré-remplies par tout ce que l'administration aura comme connaissance des flux B2B. Donc ça ne posera pas de problème. Tout ce qui sont des flux B2B, sauf s'il y a vraiment des petites anomalies ou des décalages dans le temps, vont être pré-remplis, les zones vont être pré-remplies par l'administration. Par contre, tout ce qui est des ventes B2C qui sont quand même déductibles, donc c'était le cas effectivement des tickets de péage, là effectivement l'administration n'aura pas connaissance. Donc il va falloir effectivement pouvoir compléter ces déclarations pré-remplies par des informations qui sont des opérations B2C, mais qui donnent quand même lieu à la déductibilité TVA. Donc attention à ça, le pré-remplissage des déclarations TVA ne sera pas magique, elles nécessiteront quand même des vérifications et des compléments, ne serait-ce que par exemple l'histoire des B2C déductibles. On se retrouve un petit peu comme avec le prélèvement à la source, notre déclaration fiscale, elle est déjà pré-remplie, et on n'a plus qu'à la compléter avec d'autres choses qui ne sont pas connues de l'État en face, et donc on va se retrouver un peu dans le même cas finalement. Ils vont remplir la majorité parce qu'ils auront connaissance de toutes les transactions, et puis il faudra ajuster, nous, avant de valider et d'envoyer. Oui, il y aura deux ajustements qui seront à faire. Il y aura l'ajustement effectivement concernant la partie B2C, puisqu'elle ne sera pas connue par l'administration, par défaut. Et puis, il y aura un ajustement par rapport au délai, aux dates d'encaissement ou de décaissement. Il faut savoir effectivement qu'il peut y avoir des décalages. Si votre comptabilité n'est pas tenue en temps réel, vous risquez d'avoir effectivement des décalages entre le moment où l'administration aura connaissance d'un flux et vous, le moment où vous le déclarez réellement ou s'il est connu dans votre comptabilité. Donc là aussi, la tenue d'une comptabilité, j'allais dire, la plus fréquente possible sera quand même souhaitable. On a une question de Sonia. Aura-t-on connaissance du détail du pré-remplissage de la déclaration de TVA pour pouvoir faire le rapprochement avec nos données? Oui, normalement oui, c'est quelque chose qui est en discussion encore, mais il est évident que le remplissage de la TVA ne sera pas magique,
vous aurez le détail normalement de tout ce qui alimente en fin de compte les globaux de cette déclaration. Alors attention, cette déclaration pré-remplie, elle n'est pas magique, comme je vous le disais. Il va falloir un petit peu de temps, hein, je dirais peut-être 2-3 ans, pour que ça se rôde complètement et que progressivement, on en arrive à quelque chose de cohérent entre ce que connaîtra l'administration d'un côté et ce que vous aurez vous de l'autre. Il y a des questions qui arrivent encore. N'hésitez pas. Vous êtes encore très nombreux à être en direct avec nous. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent, profitez-en. Profitez d'avoir Gilles et Sébastien, les experts. À l'heure actuelle, nous ne pouvons déduire aucune TVA des tickets de caisse. C'est une question. Même si la TVA est bien mentionnée sur ces mêmes tickets de caisse. Ah oui, Sandra, vous aviez posé cette question, Oui, parce effectivement. que c'est une vente B2C. Donc, c'est ce que vous expliquez, hein, c'est une vente Oui. B2C. Donc, cette vente B2C, sauf dérogation de l'administration, vous ne pouvez pas déduire. La seule façon dont vous pouvez améliorer les choses, c'est de demander la transformation d'un ticket de caisse en facture. Donc ça, vous allez pouvoir le faire avec des automates derrière, par exemple, les caisses dans un magasin. Vous allez pouvoir le demander lorsque vous faites un achat sur Internet, par exemple, ou au lieu de demander un justificatif B2C, vous pourrez demander un B2B pour votre entreprise. Et dans ces cas-là, du moment où on a la traçabilité de la vente d'un assujetti à un autre assujetti, là, vous pouvez déduire la TVA. Et c'est ce que je vous encourage de faire, et c'est ce que la DGFiP préconise de faire. D'accord ? Donc, les dérogations de l'administration, elles ne sont pas très nombreuses aujourd'hui. Elles sont encore en discussion. Je vous parlais tout à l'heure des tickets de parking, sur lesquels, effectivement, ça râle beaucoup, parce qu'effectivement, normalement, on n'a pas le droit de déduire la TVA. Mais ce sont des choses qui, à terme, devraient devenir automatiques dans la mesure où on aura, dans la majorité des cas, des factures B2B. Pour faire une facture B2B, ce n'est pas compliqué, hein. Il suffit simplement de demander au vendeur, de donner au vendeur, son adresse RFE, son adresse d'adressage RFE, éventuellement une mention permettant de bien identifier quel est l'opérateur qui a fait l'opération, le collaborateur, en évitant son nom-prénom, mais vous pouvez mettre à la place, par exemple, son matricule, de manière à pouvoir effectivement avoir une vraie facture B2B à la place d'un simple ticket de caisse. Alors, on a une question d'Élise. Nous avons un logiciel de gestion des NDF, Sila Expense, et les NDF déclarés sont directement remboursés sur le bulletin de salaire en fin de mois. Les justificatifs sont scannés par le salarié. Y a-t-il un process spécifique pour ce genre de cas? Non, vous avez un logiciel qui stocke en fin de compte déjà vos demandes de frais. De frais. Donc ça ne change rien au niveau de la mécanique à ce niveau-là. La seule différence, c'est que si vous avez à la fois à terme des tickets qui sont donc des demandes de remboursement et à la fois des factures B2B, il va falloir que votre logiciel soit capable de réconcilier la facture B2B qui va arriver sur votre plateforme avec la demande de remboursement de votre salarié. Donc cette réconciliation, il y a des logiciels qui commencent à la mettre en place. Il y a quelques systèmes qui commencent à se mettre en place où derrière un ticket sur lequel on a demandé une facture, bien entendu, il ne faut pas le traiter deux fois. Il faut simplement savoir que sur la facture B2B, on indiquera simplement que la TVA a déjà été collectée sur la partie B2C, mais vous aurez directement la gestion, et beaucoup de logiciels de notes de frais sont en train d'évoluer pour intégrer cette gestion à la fois B2C et B2B, hein, tout simplement. Pour les déplacements en zone UE, Gilles, comment on fait pour les frais de déplacement, pour les frais de restaurant, pardon? Alors, si c'est en fin de compte un vendeur qui est hors France, il n'est pas concerné par la réforme. Il faut savoir que la réforme évolue à partir de 2030, de juillet 2030, pour pouvoir effectivement, c'est la réforme VIDA, hein, c'est la réforme de la TVA dans le régime européen. Donc, à partir de 2030, on aura effectivement une logique européenne au niveau effectivement de toute la gestion de la TVA. Et ça va s'étaler de 2030 jusqu'à 2035. Mais avant, vous êtes comme dans le cas aujourd'hui, puisque la réforme ne concerne, il faut bien le préciser, que de la partie assujettie au niveau France. Alors, on a 2 clientes qui sont dans le même cas, donc on va les traiter en même temps.
Nous avons toujours déduit la TVA sur les tickets de caisse, sur les repas, etc. Et notre expert comptable ne nous a jamais repris sur ce sujet. Alors, il faut lui poser la question. Il faut lui poser la question pour pas que vous soyez en prise en défaut. La problématique, en fait, de compte au niveau des tickets de caisse, hein, quels que soient les tickets de caisse, c'est de bien vérifier que vous êtes sur un cas de dérogation de l'administration. Donc, attention à ça. Il faut faire attention, effectivement, sur ces cas. Alors, généralement, sur les repas, il n'y a jamais eu de problématique à ma connaissance. Mais attention à d'autres tickets que vous pouvez obtenir parce qu'il peut y avoir des frais qu'engage un collaborateur de multiples façons. Et si ces frais ne sont pas dérogatoires, attention, là, ils ne rentrent pas dans le cadre de la déduction de TVA. J'avais une question de Frédéric. Je ne sais pas si tu la comprends. À quelle date la déclaration de TVA pré-remplie? Alors, elle va arriver à partir du 1er septembre 2027, puisque c'est l'entrée en vigueur de la deuxième étape de la réforme, où on aura progressivement, c'est pas magique, hein, ça va se faire progressivement. Progressivement, vous aurez effectivement l'administration qui sera capable de vous donner une déclaration pré-remplie. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas magique. Simplement, il y aura des éléments qui seront connus par l'administration et qui pourront être quasiment bons, puis d'autres qui ne seront pas connus. Il faudra effectivement soit les corriger, soit les rajouter dans la déclaration. Est-ce qu'à la station essence, concrètement, il faudra renseigner son numéro de sirène sur l'automate pour qu'il renvoie sur la PA? Oui, alors beaucoup d'automates vont apparaître progressivement un peu partout, pour les parkings, pour plein de choses, de manière à ce que vous n'ayez pas à terme de tickets, mais que vous ayez réellement des factures B2B. Donc le principe des automates, c'est quelque chose qui va de plus en plus se faire. Ça veut dire qu'il faut former vos collaborateurs pour qu'ils connaissent l'adresse de destination de vos factures, donc votre numéro de sirène par exemple, et puis un suffixe, et puis surtout d'avoir une indication de leur référence à eux. Le plus simple, c'est par exemple d'utiliser le matricule du salarié qui est anonyme et qui évite donc les problématiques de RGPD. Alors, un cas cité par Anaïs, aujourd'hui en grande surface, ils nous donnent un ticket de caisse. Si on leur demande une facture au nom de l'entreprise sans numéro de sirène, est-ce qu'on peut déduire la TVA? Non, normalement non, puisque en grande surface, c'est une vente B2C. Donc, si vous êtes une vente B2C, vous avez pu acheter du café ou autre chose. Donc, si vous ne demandez pas directement une facture, et ce sera le cas avec la réforme, il faut demander à ce moment-là une facture, ou alors passer sur un des automates, puisqu'il y en aura à votre disposition, pour transformer le ticket en facture. Donc, la transformation d'un ticket en facture, c'est relativement simple, avec un automate ou un site Internet. C'est rentrer le numéro du ticket. C'est à partir de ce numéro du ticket d'indiquer l'adresse de réception de votre plateforme, et puis des références, éventuellement une référence, votre matricule par exemple, et c'est tout. À partir de là, vous transformez un B2C, un ticket B2C en B2B. Une question de Liliane sur la carte bleue. Aujourd'hui, ils ont une seule carte bleue pour plusieurs sociétés. Comment faire pour traiter les opérations? Ça ne pose pas de problème, simplement c'est que vous avez le même cas qu'aujourd'hui. Le paiement est indépendant, en fin de compte, du traitement dont on parlait tout à l'heure au niveau de TVA. Le fait de payer ou pas payer ne pose pas de problème dans la réforme. Vous pouvez très bien aller chez un restaurateur, demander une facture et ne pas la payer, et la régler a posteriori. Maintenant, si vous la payez au moment où vous avez la facture, vous avez une facture acquittée, une facture payée, qui sera simplement avec des caractéristiques d'envoi différentes. Il faut savoir que dans les flux que vous allez avoir au niveau B2B, il y a tous les cas qui sont prévus, d'accord? Alors tous les cas, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, vous avez un noyau central dans cette réforme qui est la norme européenne, 16931, et vous avez aussi tous les extensions françaises qui vont répondre à ces cas d'usage. Donc les cas d'usage sont traités par des champs supplémentaires, on va dire ça comme ça, qui prévoient en fin de compte tous ces cas et qui prévoit de pouvoir identifier, par exemple, le paiement déjà fait, le paiement par un tiers, l'autofacturation, le multi-livraison, etc. Donc, tous les cas d'usage
sont en fin de compte traités indirectement par des extensions, par une extension, on va dire, et donc des champs supplémentaires qu'on retrouve dans les flux. Il y a une remarque d'Eric. Quels sont les frais pour lesquels la récupération de la TVA est admise par le fisc? Est-ce qu'on peut avoir une liste de ça? Parce qu'il semble que nous sommes nombreux à faire la récupération depuis longtemps, sans crainte, alors que l'on devrait se méfier. Alors, on devrait avoir quelque chose dans les prochains jours, puisqu'en fin de compte, il y a des nouvelles, les nouvelles parutions AFNOR vont apparaître dans quelques jours, là, d'ici 2-3 semaines. Et donc, on va avoir effectivement des précisions, et vous aurez aussi des cas d'usage plus complets. Il va y avoir des cas d'usage qui vont se rajouter. Je vous ai parlé de 36 cas d'usage, mais il y en aura d'autres qui vont se rajouter dans les prochains jours. Dans le cadre d'une association non assujettie, par quels moyens pouvons-nous recevoir les éléments de nos fournisseurs soumis à la TVA, qui, eux, devront émettre leurs factures dès le 1er septembre 2026? Alors, si vous êtes une association, vous êtes considéré comme étant du non-assujetti, si c'est le cas, et donc vous recevrez une facture comme aujourd'hui. On pourra très bien vous envoyer une facture papier sans aucun problème, ou bien vous mettre à disposition dans un espace réservé, dans un espace sur l'APA d'émission, vos factures, mais par contre, elles seront sur un espace réservé sur l'APA qui vous a émis, en fin de compte, la facture. Donc ça, c'est un cas comme pour des particuliers. Un particulier n'est pas assujetti, donc un particulier peut toujours continuer à recevoir des factures classiques sans aucun problème. On avait une question sur les automates. Stéphanie demandait est-ce que les automates existent aujourd'hui? Et on Oui. a une personne qui a répondu, Philippe. Donc, effectivement, Oui. Ikea, Leroy Merlin. Oui, il y a déjà des entreprises qui ont pris les devants et ça va s'accélérer. Il faut savoir qu'il y a pas mal d'entreprises qui commencent à avoir compris la mécanique. Alors, si ce sont des entreprises de vente physique, donc avec des magasins physiques, ils mettront en place, et ils ont déjà développé des automates pour simplifier ces opérations et éviter que ce soit une intervention humaine. Et si c'est des ventes, en fin de compte, sur Internet, eh bien, vous pouvez soit au moment de la commande, soit a posteriori, transformer un ticket en facture. Le mieux, bien entendu, c'est de le faire au moment de la vente, bien entendu. C'est plus simple pour tout le monde. On a fait le tour à ce stade des questions. Vous êtes encore là, vous êtes encore très nombreux. Ça va faire bientôt 1 heure qu'on est là, donc on arrive à la fin de ce webinaire. C'est un sujet très vaste. C'est un sujet très vaste. Oui, exactement. On s'attendait à avoir toutes ces questions de toute façon. On va revenir vers vous comme d'habitude après le webinaire avec un forms que vous pourrez compléter. Sébastien répondra à vos questions complémentaires. On a essayé de répondre à tout le monde là en direct, mais comme d'habitude, les équipes sont à votre écoute pour vous accompagner. Merci à tous. Je crois qu'il n'y a pas, il y a plus de questions spécifiques, en tout cas au sujet du webinaire. Oui, vous aurez les slides et le replay. Je vous enverrai ça aujourd'hui ou demain. Et merci beaucoup, Gilles, d'être revenu parmi nous pour animer ce webinaire. Et merci Sébastien. Merci Gilles, merci à tous. Bonne fin de journée. Bonne journée et à bientôt.